Au lendemain du D-Day, tout reste encore à faire pour libérer la France. Et pour cela, il faut des quantités considérables de matériel. Or, prendre Cherbourg, seul port en eau profonde qui permettrait ce ravitaillement, promet d'être long et périlleux. Alors les ingénieurs d'Overlord ont conçu un dispositif totalement invraisemblable. 2 ports artificiels en kit à monter devant les plages. Alors c'est une idée extraordinaire parce que débarquer autant d'hommes, il faut avoir immédiatement un port. Évidemment, le port en eau profonde pour la Basse-Normandie, c'est Cherbourg. Et Cherbourg, c'est une péninsule qui est extrêmement bien défendue, donc il n'est pas du tout certain de l'avoir en temps et en heure, et surtout en bon état. Et donc, il y a un type dans une réunion, un Commodore, il s'appelle Hugh Hallett, et il dit moi, pourquoi on n'irait pas avec un port artificiel? Ça fait rire évidemment tous ses collègues, sauf une personne qui ne rit pas du tout, c'est Churchill, qui trouve que l'idée n'est pas une mauvaise idée, elle est folle, mais c'est une bonne idée. On va partir sur la construction de ports artificiels, un pour les Américains et un pour les Anglais, et disons que on va faire des ports de 500 hectares. On fabrique des énormes caissons de béton qui font 600 tonnes, 5 étages à peu près de hauteur, sur lesquels on installe des canons, on installera des canons de DCA, mais ils ne sont pas pontés. On crée ces gros caissons de béton et puis on crée ce qu'on appelle une passerelle Lobnitz, c'est 4 grands poteaux métalliques avec une passerelle qui monte et qui descend avec la marée. Et à cette passerelle, on raccorde des voies Wales, c'est des voies métalliques qui sont posées sur des plots de béton flottants et ça va jusqu'à la terre. Tout est parfaitement pensé, parfaitement anticipé. Sauf peut-être cette tempête, comme on n'en voit jamais en Manche au printemps. Le 19 juin, les vents balayent intégralement le port américain. Il ne sera jamais remis à flot. Côté anglais, plus de chance. Le gigantesque port flottant aura une seconde vie. Bluffant d'efficacité et d'ingéniosité, les Alliés construisent des aérodromes en 24 heures. Seulement 3 jours après le débarquement, la première piste de plus d'1 kilomètre de long est en place sur les hauteurs d'Omaha Beach. On y évacue les blessés. Très vite, matériel et carburant affluent. Overlord va pouvoir se déployer. Il faut imaginer qu'une division, une seule division, ça demande 100 000 litres d'essence par jour. Donc, on ne va pas transporter ça avec des jerrycans. À peine le débarquement a-t-il eu lieu, à peine Port-en-Bessin a-t-elle été libérée, que déjà on installe des terminaux pour amener du carburant et on met des pipelines flottants pour amener du carburant jusque sur la terre, fin août, début septembre. Il y aura même un oléoduc qui ira de Cherbourg à Avranches, parce qu'il faut suivre les troupes et il faut les alimenter en carburant. Donc, des milliers de litres chaque jour. À la fin de la guerre, on estime qu'il y aura eu 600 à 700 millions de litres qui auront comme ça traversé la Manche entre la Grande-Bretagne et jusqu'au cœur de l'Allemagne. Le 14 juin, le général de Gaulle est de retour sur le sol français. Et pas pour faire de la figuration. Les Alliés veulent choisir l'administration qui pilotera la France. De Gaulle, lui, impose une administration provisoire de la République française. Il a déjà gagné la confiance et l'enthousiasme des Français. On se promenait, André Poupinel et moi, près du pont, nos brassards efféfiés au bras. Quand un général nous propose d'aller voir le général de Gaulle, qui vient de débarquer. Quand on arrive, il est là, entouré d'autres résistants impressionnés et peu bavards. « Que devons-nous faire, mon général ?» lui demande un camarade. « Il n'y a pas 36 solutions, vous devez vous engager dans l'armée française. » Il est reparti. Je me suis engagé. À l'heure où ces hommes s'engagent, les combats embrasent la paisible Normandie. 2 semaines après le débarquement, les Alliés piétinent et les Allemands se sont repris. L'enfer se déchaîne, parce que vous allez avoir des bombardements un peu stratégiques qui est de détruire les défenses allemandes. Donc on va choisir un certain nombre de lieux avec des zones de défense fortes, donc on va les pilonner. Et à ces bombardements de grande ampleur, qui vont marquer les villes de Saint-Lô, les villes de Caen pendant
tout l'été 1944. S'ajoute également une intervention tactique, qui est une intervention de soutien au sol. Et donc, vous avez quand même un front qui se développe sur un territoire relativement restreint, mais où les opérations, les combats, sont d'une violence inouïe. Dans la région de 40 ans, on se bat à l'arme blanche. On a du corps à corps. Vous avez également de l'artillerie, des mortiers, des blindés. La Normandie, qui est une région paisible, eh bien, découvre l'horreur de la guerre. Le malheur s'abat sur la Normandie de manière extrêmement brutale et extrêmement inattendue. Pour tenir, il faut sécuriser le ravitaillement, reprendre Cherbourg. Les armées américaines isolent la ville du reste du Cotentin. Le 19 juin, désormais retranchés dans la cité portuaire, les Allemands en font une forteresse. Hitler exige qu'elle soit défendue jusqu'à la dernière goutte de sang. Reprendre Cherbourg sera un véritable calvaire. Un après-midi, alors que je me rendais dans une de mes églises, j'ai entendu des cris dans une grange. Et j'ai hésité, mais c'était ma paroisse, donc je suis quand même rentré. Il y avait là, couchés dans la grange, une cinquantaine de soldats en train d'agoniser. Des Américains, mais aussi des Allemands. Je voyais bien qu'ils allaient mourir. Je ne savais pas quoi faire, mais je me suis souvenu que j'avais appris le Notre Père en anglais. Et ils ont tous repris. La prière, phrase par phrase après moi. Ce fut comme un cœur parlé. C'était le dimanche 25 juin, vers 13h. Nous allions déjeuner quand tout à coup, il s'est passé quelque chose d'inexprimable. Nous nous retrouvons tous par terre. Nous n'avons rien entendu. Les fenêtres se sont ouvertes d'un coup, arrachées. La poussière, la terre, les graviers, les débris de verre tourbillonnent, couvrent la table. Dans 2 chambres, il n'y a plus rien. Elles sont comme suspendues. Le fronton de granit de la cheminée gît intact un peu plus loin. C'est un obus qui a traversé le château. Il est ressorti au rez-de-chaussée en enlevant le mur. Et il y a des éclats à plus de 100 mètres. Alors Cherbourg, ça a été la première victoire alliée. C'est un général américain qui s'appelle Collins, il est surnommé Joe l'éclair, et il a réussi à couper la presqu'île du Cotentin et à remonter vers Cherbourg. Cherbourg qui est une forteresse, jusqu'à Montebourg, c'est extrêmement fortifié, et remet la ville d'ailleurs qui tient Montebourg, tient Cherbourg. Et il y a eu 40 000 Allemands prisonniers à Cherbourg. Effectivement, tout avait été miné, dégommé. La gare maritime, c'est un tas de gravats, les quais sont bousillés, ils ont coulé plein de bateaux dans le port. Enfin, ils pensent que jamais plus personne ne pourra utiliser Cherbourg avant des mois et des mois. Malgré les ordres d'Hitler, son armée se rend le 26 juin. Pourtant, les combats continuent pendant plusieurs jours dans la ville. Le 1er juillet, rue après rue, bunker après bunker, les Alliés arrachent enfin Cherbourg à l'ennemi. Même si la ville n'est plus que cendres et gravats. En moins d'1 mois, les Américains vont rétablir la situation et les premiers Liberty Ships vont accoster à Cherbourg avant la fin juillet. Et ensuite, Cherbourg va avoir un rôle effectivement extrêmement important. Et jusqu'à la prise d'Anvers, Cherbourg, c'est le plus grand port du monde. La prise de Cherbourg peut réjouir les Alliés. C'est leur première grande victoire depuis le D-Day. Mais ils n'ont pas idée de ce qui les attend un peu plus au sud, dans le bocage normand. Autour de Saint-Lô, les petits champs sont séparés par de hauts talus. Les chars des GIs sont bloqués au passage des haies. Ils sont la proie facile des Panzerfaust, des lance-grenades anti-chars. Dans cette bataille des haies, on compte 1 mort pour chaque mètre de terrain gagné. Les troupes sont découragées, terrorisées. On progressait vers un verger. Il y avait quelque chose qui me disait que ça n'allait pas bien se passer. Soudain, de l'autre côté des pommiers, une mitrailleuse a ouvert le feu. L'embuscade avait été bien préparée. Je me suis jeté à terre sans avoir été touché, et les Allemands ont dû croire que j'étais mort. À côté, un gars criait qu'il était en train de se vider de son sang. Je lui ai chuchoté que j'allais essayer de le tirer de là, mais il s'est redressé pour venir vers moi. Aussitôt, la fusillade a repris. Il a été tué, et moi blessé. À la nuit tombée, je me suis mis à ramper quand j'ai entendu des voix. Alors, j'ai appelé. Quelle erreur! 2 infirmiers et un médecin sont arrivés. Il y a eu une longue rafale et ils ont été tués. Alors j'ai compris. J'étais l'appât du tireur allemand. Ils me laissaient vivre moi pour tuer mes camarades. Les Alliés n'ignoraient pas qu'il y avait du bocage. Mais en revanche, ils ont sous-estimé la nocivité de ce bocage. Pour eux, le bocage normand était le bocage anglais. Or, le bocage normand est différent du bocage britannique, tout simplement parce que les haies sont plus hautes, que vous avez des talus, vous aviez des soldats qui, avec un bazooka, pouvaient exercer des ravages. Ce bocage, il obligeait les tanks à prendre des routes relativement étroites, relativement encaissées, à la queue leu-leu. En prenant en enfilade les blindés, on pouvait les détruire.
Le bocage obligeait parfois les tanks à escalader les haies. Or, en escaladant les haies, ils présentaient leur ventre, et le ventre du tank n'est pas blindé. Donc cette bataille de Normandie jusqu'au 25 juillet 1944 a été une bataille absolument terrible. Parce que, d'abord, elle empêche les Anglo-Américains de capitaliser sur leurs atouts. Quels sont les atouts des Anglo-Américains? L'aviation d'une part et les blindés de l'autre. Les affrontements font des milliers de morts militaires et civils. Les Américains décident alors de prendre Saint-Lô. Nous sommes le 11 juillet. Bombardements massifs, combats de rue, snipers allemands embusqués. Saint-Lô disparaît jour après jour sous les décombres, hanté par l'insoutenable odeur de putréfaction des corps. Cette ville, devenue fantôme, est délivrée le 18 juillet par un fantôme, le major Howe, mort aux portes de la ville alors qu'il voulait être le premier à la pénétrer. Ces hommes portent sa dépouille enveloppée du drapeau américain. Étendu sur un autel de gravats, il veillera plusieurs jours sur la capitale des ruines. Saint-Lô a été particulièrement éprouvé parce qu'il y a eu les bombardements du 6 juin. Saint-Lô ensuite a été victime une deuxième fois des bombardements parce que c'était la bataille de Saint-Lô. La bataille des Haies, ça a été terrible pour cette région de la Manche. Saint-Lô est devenue la ville la plus démolie de Normandie, 95% on dit. Dans le secteur britannique, les Alliés veulent en finir avec Caen. Depuis le jour J, ils l'attaquent avec constance et avec la même détermination. Les Allemands les repoussent. Chaque assaut se termine dans un bain de sang. Les civils qui n'ont pas fui la ville ont investi les caves, les églises, les carrières, les champignonnières. Pour des dizaines de milliers de Caennais, depuis un mois, la vie s'est organisée sous terre. Des familles entières occupaient des petites chapelles. Il y avait les cocottes sur les autels, des matelas et des couvertures partout. Tout le monde continuait à vivre sa vie de tous les jours pendant la messe. On faisait ses courses, la cuisine, la toilette. Le matin, on avait une espèce de jus marron avec un bout de pain. Le midi, on mangeait souvent de la courée avec des haricots à la tomate. La courée, c'est du poumon. C'était pas très bon. Le soir, parfois, on avait une soupe. L'après-midi, avec mes frères, on allait parfois au tribunal d'exception. Les pillards étaient jugés là. On écoutait les plaidoiries. C'était une de nos grandes distractions. Caen devait être prise dès le 6 juin. Et Caen pouvait être prise le 6 juin. Les Allemands, il n'y en avait pas beaucoup dans la ville de Caen. Les Canadiens étaient arrivés aux portes de Caen et les Alliés pour le soir. C'est là que Montgomery a beaucoup été critiqué pour son extrême prudence. Alors, on dit que les Anglais, c'est vrai, faisaient la guerre depuis longtemps. Enfin, ils ne voulaient plus perdre beaucoup d'hommes en faisant des attaques un peu inconsidérées. Et il avait été décidé que si Caen n'était pas libéré le soir même, Caen serait bombardé pour en restreindre l'utilité pour l'ennemi. Les Canadiens prennent l'aérodrome de Carpiquet près de Caen, après 4 jours de violents combats. Montgomery décide alors une attaque frontale contre Caen, mais il demande d'abord aux bombardiers de pilonner la ville. Le soir du 7 juillet, des centaines de bombardiers sont passés au-dessus de nos têtes. On s'est dit qu'ils allaient en Allemagne, et on les a vus revenir. En fait, ils se dirigeaient vers Caen. Ce 7 juillet, 450 bombardiers viennent pulvériser les quartiers nord de Caen. Le lendemain, l'artillerie prend le relais. Le 9 juillet, le nord de la ville est libéré. Le 12 juin, l'un des premiers objectifs qui était assigné aux troupes anglo-américaines, créer une tête de pont continue, faire que les 5 plages se touchent, et bien le 12 juin, effectivement, la messe est dite, les Alliés disposent d'une tête de pont. En revanche, à partir du 12 juin, commence l'enfer. Il fallait prendre Caen, dont le contrôle de la plaine était vital. Or, Caen résiste et ne va tomber définitivement que le 19 juillet. Un grand silence enveloppe la ville. Un grand silence coupé seulement par les cris des blessés, le crépitement des immeubles qui flambent. 10 jours et 8000 tonnes de bombes plus tard, l'autre rive de la ville est dévastée, mais libérée. Les Allemands ne savent pas encore que dans cette défaite, ils viennent de perdre les clés de la bataille de Normandie. Démarre alors l'opération Cobra. Objectif,
ouvrir les portes de la Bretagne et de la Loire. Une jeep était arrivée à 9h10, un officier de marine est descendu. C'était Jean Marin, la foule était en liesse. Les villes libérées se multiplient, mais d'autres résistent. Une petite île qui fait face à Saint-Malo devient ainsi l'endroit le plus mitraillé d'Europe. Alors qu'en Normandie, les Alliés n'en ont pas encore fini avec les Allemands. Hitler commande une offensive à ses troupes épuisées. La bataille de Normandie, c'est 78 jours de guerre, 445 000 militaires et civils tués, blessés ou disparus. C'est à ce prix que la voie vers Paris s'est ouverte. La question dès lors, qui va libérer la capitale de la France? Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.